fait un rapide bilan parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a terminé le RNT Elicitra, donc fin 2019. On va pas revenir sur Elicitra, mais on avait juste mis quelques succès. Donc on avait fait ensemble 2 colloques en 2013 et en 2018, ça avait réuni 500 participants. On avait publié un livre sur les simulateurs de défense qui fait un petit peu référence dans le domaine. On a un site très riche qui est encore ouvert, mais du coup qui aujourd'hui on va dire, n'est plus alimenté, mais qui existe. Il y a également des annuaires, il y a également des posters. Enfin, il y a eu toute une vie autour du RMT Elicitra qui a duré à peu près une dizaine d'années, puisque le RMT Elicitra a fonctionné une dizaine d'années. Et on s'était tous mis autour de la table à 2 reprises pour dire bon ben qu'est-ce qu'on fait sur la suite. Donc Elicitra, on a très bien travaillé, il a fait le job, c'était parfait. On s'intéressait aux stimulateurs de défense des plantes. Maintenant, il faut qu'on élargisse un petit peu le scope, et puis on s'est aperçu que sur les plantes, il y avait beaucoup d'autres effets que les stimulateurs. Il y avait les pratiques culturales, il y avait le microbiote, il y avait des effets variétaux, enfin de la génétique, il y avait le climat, et tout ça, ça débouchait sur des efficacités partielles. Et donc nous, on voulait avoir une vision plus intégrer aussi plus de disciplines autour de ce RMT, et puis on s'intéressait aussi à ces voies de défense qui finalement très souvent étaient assez proches des voies de stimulation. Et on s'est dit finalement ça vaut le coup de repenser un peu le périmètre et le concept de notre RMT, et c'est ce qui nous a amené au RMT donc PESTIM qu'on démarre aujourd'hui avec une étape intermédiaire qui avait été le RMT PhytoStim qui n'a pas été labellisé. D'ailleurs, entre ces 2 étapes, on a eu une demande du COST de l'ACTA qui était un peu de repenser le concept même du RMT. Et donc on s'est creusé les méninges, alors notamment l'équipe d'animation, et puis on a également mobilisé tous les volontaires, et puis notre comité d'orientation stratégique un petit peu pour se poser on va dire les bonnes questions, et sur quelles questions on voulait répondre pour le RMT. Donc ça nous a amené à trouver le concept de l'immunité agroécologique. Alors qui est le père, ou plutôt la mère de ce concept? C'est toujours difficile, mais à un moment on l'a formalisé, et c'est effectivement plutôt, on va pas parler de paternité, mais plutôt de maternité sur ce concept. Et ce concept d'immunité agrologique, on le retrouve également dans un gros projet PPR, et puis au sein de ce RMT. Donc c'est intéressant, il va pouvoir, je pense, vivre sa vie au fur et à mesure des 5-6 prochaines années. Et en quoi ça consiste ce concept? On a parlé d'immunité parce qu'on reste quand même sur une finalité de protection des plantes. Au final, c'est d'avoir des plantes en bonne santé. Par contre, par rapport aux stimulateurs de défense des plantes, on prend beaucoup plus de facteurs en compte, et on essaye de les combiner, de les prioriser. Donc dans les facteurs, là je passe rapidement sur ce schéma, on pourrait y passer 2 heures, mais on y reviendra dans la description des axes. On a tous les facteurs, donc on va dire propres à la plante, donc notamment sa génétique, tout ce qui est l'endomicrobiote, donc c'est déjà beaucoup, et puis des facteurs qu'on appelle nous externes, où on va retrouver effectivement les stimulateurs de défense des plantes, on va retrouver les biostimulants qu'on a mis dans des différentes pratiques culturales, mais on va retrouver aussi la pression parasitaire, on va retrouver des contraintes climatiques, on va retrouver d'autres interactions biotypes, notamment les interactions plante-plante, les interactions ravageurs-plantes, tout ce qui va être sur le microbiote. Et donc tout ça, hop, on va l'étudier sur l'effet sur la plante, et comme je dirais là une constante, nous on s'intéresse uniquement aux plantes d'intérêt agronomique, donc peu les plantes modèles, ça peut venir alimenter les travaux du RMT, mais ça doit rester vraiment plutôt amont. Et on s'est focalisé dans le RMT pour avoir des résultats, des livrables à l'issue de ce RMT sur 4 grandes cultures, donc qui sont les céréales, la vigne, la tomate et la pomme. Donc on retrouve un peu nos filières, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler sur autre chose, mais peut-être de manière, on va dire, moins prioritaire. Et bien sûr, on va avoir toutes les autres grandes cultures, notamment la pomme de terre, le colza, les autres fruits et légumes, et puis les plantes médicinales et aromatiques, et on retrouve toutes les filières qui
constitue le RMT. La finalité de ce concept, en fin de compte, c'est d'avoir des plantes en bonne santé et dans un système, on va dire un système durable, un système de culture durable. Et puis aussi, c'est de regarder un petit peu la balance entre euh, l'immunité de la plante, c'est-à-dire sa capacité à se défendre, et son rendement, c'est-à-dire que ce trade-off entre immunité et développement. Voilà pour le concept d'immunité agroécologique. Donc j'espère que ça va, mais vous pourrez poser vos questions par la suite. Ensuite, ce RMT, comme tous les RMT, je dirais, il est très intégratif, c'est-à-dire qu'on est des organismes de recherche, des organismes de formation et des organismes de développement. Peut-être par rapport aux autres RMT, celui-là a une présence marquée des organismes de recherche et d'enseignement supérieur. Alors, on va passer très rapidement un peu sur les cartes parce que vous allez tous vous présenter ensuite, donc je ne vais certainement pas refaire le travail, mais juste pour vous montrer la diversité des partenaires et surtout la diversité des disciplines scientifiques, notamment ce qui a évolué par rapport au RMT Illicitra. Donc là, on a bien sûr de la pathologie végétale, on a de l'entomologie, on a de l'écophysiologie, on a de la génétique, on a de l'agronomie, on a de la microbiologie, on a de la modélisation également. On pourrait rajouter aussi on a quelques compétences capteurs. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de compétences autour de ce RMT. Ensuite, on a évidemment un aspect formation qui est très présent avec des enseignements supérieurs et de l'enseignement supérieur secondaire avec les lycées agricoles. Donc là, vous voyez, ça apparaît sur la carte. Et puis les universités. Voilà. Donc je passe rapidement parce que de toute façon, on va se présenter tous tout à l'heure. Vous avez également, bien sûr, les instituts techniques sous la bannière ACTA, puisque le RMT est labellisé sous la bannière ACTA, Institut technique agricole. Vous avez la présence de quelques chambres d'agriculture, et c'est une nouveauté dans le RMT. On a une plus forte présence des chambres d'agriculture. Il y a également quelques centres de R&D comme RICMO, et puis enfin deux pôles de compétitivité, donc VGPolis et IAR, qui sont représentés là sur des bulles qui représentent un peu leur sphère d'activité, on va dire, d'origine, même si c'est des pôles de compétitivité à vocation mondiale. Et puis, on a également la présence des professionnels, c'est-à-dire mais par leur interprofession, donc l'IBMA pour ce qui est des professionnels du biocontrôle et la FAIA pour les professionnels de la biostimulation. Et rappelez-vous, dans notre RMT, on accueille bien volontiers les entreprises, mais on les accueillera une à une pour qu'elles puissent discuter en toute confiance. Et puis, leurs interprofessions font partie intégrante du RMT et sont même dans le comité de pilotage. Bon, rapidement, ça c'est pour, je regarde le temps qui passe, voilà, pour vous montrer un peu dans le nombre de partenaires la répartition. Donc on a tout en haut plutôt ce qui est institut de recherche et puis université, école d'ingénieurs. Donc en tout, ça fait quand même 27 unités. Une présence des lycées agricoles, les instituts techniques très bien représentés, des chambres d'agriculture présentes, et puis enfin d'autres associations d'entreprises, pôles de compétitivité, centres de R&D qui sont forcément moins nombreux par définition. Alors, là, ce que je vais vous présenter, c'est les axes de travail, mais on ne va pas en rentrer. Donc, il y a 5 axes, on peut les nommer, un de veille, un plutôt sur la méthodo, un autre sur l'optimisation des effets, un quatrième sur l'intégration dans les systèmes de culture, et puis un cinquième sur la formation et communication autour du RMT. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les petits rouages qui sont autour, donc en couleur, bon, je suis daltonien, donc j'ai du mal sur les couleurs, je sais pas, moi je les vois un peu rosés, voilà. Ils sont petits, on les voit. Bon, donc sur toutes ces rouages, ça représente un petit peu toutes nos relations avec les acteurs extérieurs, parce que l'idée c'est de ne pas refaire ce qui se fait ailleurs, mais bien de venir apporter toujours soit des compléments, soit être vraiment innovant et se concentrer sur
où on a besoin d'être innovant, par exemple sur la méthodologie, par exemple sur des définitions, par exemple sur la création de nouveaux systèmes de culture, ça on sera vraiment innovant. Derrière, il y a d'autres groupes qui contribuent déjà à la recherche et au développement agricole sur ces sujets. Donc on peut citer des réseaux qui vont être plutôt recherche, donc un réseau assez récent qui s'appelle Envie, un autre sur le phytobiome et l'autre sur Phytomique, donc des réseaux qui, on va dire, très amont, mais où j'espère on aura des relations avec ces chercheurs qui pourront nous apporter un peu tout ce qui se passe en front science sur ces dossiers et les mettre dans le RMT. On aura également des interactions avec le consortium biocontrôle, évidemment, puisque on va dire tout ce qui est FDP se retrouve un peu dans le biocontrôle, et dans le consortium biocontrôle, on retrouve beaucoup d'instituts de recherche du domaine, et puis les entreprises privées du domaine, puisque c'est un consortium, on va dire, public-privé. On aura également des relations avec on va dire tout ce qui est outils de phénotypage, mais en général toutes les plateformes analytiques qui peuvent être proposées par la recherche. Alors certaines sont représentées dans le RMT, d'autres pas, mais en tout cas, il faut qu'on ait ces relations, notamment quand on va développer des nouvelles méthodologies. On espère avoir des relations avec les équipementiers, c'est-à-dire sur peut-être des équipements spécifiques à l'application de nos solutions. Des relations avec la communauté des modélisateurs. L'objectif, c'est d'arriver peut-être à des outils d'aide à la décision qui prennent en compte nos problématiques. Des relations avec les réseaux expérimentaux. Donc là, on a cité XPBC, qui est un réseau financé par le consortium et Ecophyto, mais on peut parler aussi des réseaux défis, que ce soit défis XP ou défis fermes éventuellement. Et puis des relations avec les autres RMT, et notamment on en a ciblé 4, un sur le numérique, la modélisation, un autre sur la conception de systèmes de culture, peut-être un sur la surveillance la biosurveillance des bioagresseurs, et puis le dernier bouclage sur notamment les aspects fertilisation, et là on a déjà commencé à avoir des relations avec le RMT bouclage. Voilà. Et puis, le rôle de l'animation, eh ben, tout ça, c'est de mettre un petit peu d'huile pour que tous ces rouages fonctionnent bien et qu'il y ait une bonne synergie et pas de frottement et surtout pas de blocage. Voilà. Donc, c'est un peu le rôle de l'animation du RMT. Alors, justement, pour cette animation, comment ça va se passer? Comment s'organise le RMT? Vous avez en haut, là, un comité d'orientation stratégique. Donc là, c'est un groupe qui regroupe, alors vous avez eu Stéphane, notre directeur scientifique d'Arvalis, et qui va prendre la suite de Philippe Gatt, qui était notre président du RMT, qui vont du coup un peu orienter les travaux du RMT, qui vont se réunir au moins une fois par an, peut-être plus si on les sollicite. Et dans ce comité d'orientation, vous avez donc des représentants de chacun des structures engagées dans l'animation du RMT, plus des référents thématiques qui peuvent être sur le biocontrôle, qui peuvent être sur la biostimulation, qui peuvent être sur les systèmes de culture, et les référents des interprofessions, donc AFAIA et IBMA. Donc un comité d'orientation stratégique pluriel, et qui peut faire son travail de nous orienter et de nous donner les bons conseils pour avancer le RMT. L'équipe d'animation, son rôle, ça sera elle d'animer, donc de faire le travail, on va dire, au quotidien du RMT. Donc on a une équipe d'animation qui a un format on va dire, je pense, assez réduit, mais suffisant. On a 2 animateurs opérationnels, donc Marie et moi-même, et puis 5 animateurs plutôt scientifiques. Donc, vous avez donc les photos qui apparaissent, et surtout, vous allez pouvoir les écouter dans la présentation de chacun de leurs axes. Donc, vous avez Marie-Claire, Sophie, Adrien, Elsa et Marie-Noël, donc qui vont vous présenter chacun de leurs axes. Et puis aussi dans l'équipe d'animation, on aura beaucoup
on va dire d'éléments à communiquer. Donc on mettra Juliette que certains d'entre vous connaissent et qui s'occupera du web et puis de nos différents réseaux et peut-être de notre lettre aussi de veille si vous souhaitez avoir une lettre de veille. Voilà. Et puis enfin, le dernier niveau d'animation, c'est les groupes de travail, où là, vous aurez un animateur par groupe de travail, qui peut être de l'équipe d'animation, mais qui peut aussi, et je dirais surtout, être parmi vous, avec les bonnes volontés pour les groupes de travail donc, qui vont se constituer pour les personnes qui veulent s'investir. Donc c'est aussi un des buts de la journée aujourd'hui d'identifier, ou peut-être de vous laisser le temps de réfléchir, mais de susciter des vocations pour animer des groupes de travail. Les groupes de travail ayant une durée, on va dire, indéterminée. Ça peut être un groupe de travail qui va vivre pendant la durée du RMT, ou ça peut être un groupe de travail très ponctuel, qui va être que sur 3 mois, par exemple, pour le montage d'un gros projet, ou pour la finalisation d'une méthodologie sur 1 an. Enfin voilà, les groupes de travail, c'est, on va dire, vos outils, et vous pouvez vous en faire ce que vous voulez. Nous, l'équipe d'animation, on est là pour vous aider à bien animer ces groupes de travail et à vous fournir le matériel nécessaire, que ce soit le matériel, on va dire, physique, donc une salle, ou peut-être voilà, ou une formation, ou peut-être l'achat d'un petit peu de matériel ou de licence ou quelque chose comme ça. Allez, on va vite. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une structuration aussi qui va se faire. Donc, on est labellisé pour 5 ans, même si aujourd'hui on a du financement que sur 3 ans et une labellisation sur 5 ans, donc probablement qu'on aura une rallonge de financement au bout des 3. On aura des réunions qui seront régulières, donc notamment alors l'équipe d'animation, bien sûr, les groupes de travail qui vont se réunir de manière plus ponctuelle, et puis on va se retrouver, nous, en plénière, notamment une fois par an, et l'équipe se retrouvera, l'équipe d'animation avec le COS également une fois par an. Ça, c'est un peu, on va dire, le minimum. Et puis de l'autre côté, on aura tout un tas de réunions ad hoc qui seront autant que nécessaires. Donc ça peut être 2 fois par mois, ça peut être une fois tous les 3 mois pour certains groupes de travail. Donc là, on va dire, ça va être en fonction de la temporalité voulue par le groupe de travail. Voilà. Allez, et pour terminer, on a quand même des ambitions fortes. On a l'ambition d'être un leader au niveau international sur cette thématique scientifique qui est l'immunité agroécologique. Et donc là, on a l'ambition d'avoir une certaine visibilité, peut-être même de publier des position papers, de monter des beaux projets qui seront un peu probablement des projets phares. Voilà. On aura également des impacts. On a l'ambition d'avoir des impacts techniques. Donc là où l'objectif, on va dire à court terme, c'est très dans la politique actuelle de baisse des IST, notamment en mettant par exemple des guides pratiques pour l'expérimentation et peut-être pour l'agriculteur, et puis à moyen terme d'avoir peut-être ce qu'on appelle des systèmes de culture innovants réussis avec des démonstrateurs qui soient en place. Également un impact sur les filières, on va dire au sens large. Donc là, ça inclut les professionnels, notamment de l'IBM, enfin les structures adhérentes à l'IBM et à la FAIA. Donc avec peut-être des nouveaux outils, des nouvelles solutions, peut-être des nouvelles fiches CEPP, mais ça peut être aussi une influence sur l'obtention de nouvelles variétés qui seraient par exemple plus réceptives à certaines stimulations. Et puis enfin, un impact sur, on va dire, les décideurs au sens large, que ce soit des professionnels, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la sphère, on va dire, plus de la politique publique. Donc là où on va pouvoir mettre à disposition notre expertise, peut-être créer des formations et puis avoir une certaine sensibilisation, sachant qu'on ne vise pas forcément le grand public, mais plutôt, on va dire, ces publics déjà un peu sensibles et on va dire en position de décision. Et là, évidemment, ça sera plutôt mettre à disposition des experts et on retrouvera toutes les interactions qu'on peut avoir avec les autres groupes. Voilà, j'ai fini pour cette présentation.